Merci, merci, merci. Merci à vous tous. Merci d'être si nombreux ce soir à Rennes. Je vais tourner en rond pendant comme ça toute la soirée. Merci en tout cas d'être venus vraiment nombreux. Je suis content d'être à la maison, en Bretagne. Il faut assumer aujourd'hui que si la France est belle, c'est justement parce qu'elle a réussi à assembler, alors pas toujours pacifiquement, tranquillement, mais à assembler, mélanger, compléter, construire, fabriquer bien le patrimoine politique, culturel qui est le nôtre et qui est lié à toute une série d'apports. Moi, je prends mon exemple. Je suis, et je le dis partout, je suis français, ça construit mon identité, mais ça ne me résume pas. Je suis breton et j'ai reçu une éducation catholique. Ça construit mon identité, mais ça ne me résume pas. J'ai grandi en Afrique noire. Ça construit mon identité, mais ça ne me résume pas. Je me suis engagé politiquement, j'ai rencontré des personnalités incroyables, Michel Rocard, Henri Emmanuelli. Ça me construit, mais ça ne me résume pas. Et je suis élu de Trappes, dans les Yvelines. J'y vis au milieu d'une population qui est une population qui me rend fier parce que ce sont des citoyens qui m'ont fait confiance et qui sont de toutes origines sociales. Cela me construit, mais ne me résume pas. Je suis la somme de toutes ces rencontres, de toutes ces influences, de toutes ces cultures, et je veux encore changer. La nation, c'est pareil. Et ceux qui veulent la figer dans une photographie, dans une sorte d'imagerie médiévale pour certains, tout s'arrêtant à Jeanne. J'espère que ça ne s'arrête pas à Vercingétorix pour François Fillon, d'ailleurs, au passage. Parce qu'à la fin, on a perdu quand même, je voudrais le rappeler. Et qu'on a été un peu romanisé. Hein. Et heureusement, parce que ça fait aussi partie de notre nation et de ce que nous sommes. Mais nous revendiquons à gauche cela, ce mouvement, cette narration. Il y a un auteur immense qui dit, je crois très bien, ce que nous devons être ou tenter d'approcher. C'est Sartre quand il dit « Je suis un homme qui est fait de tous les hommes ». Eh bien moi, je considère aujourd'hui que je suis un homme fait de tous les hommes. Et c'est comme cela que je conçois le rôle qui est le mien dans les choix que je propose et que je proposerai aux Français. Soit on change l'Europe, soit on la quitte. Et il y en a qui préfèrent dire « on la quitte », et ceux qui disent « nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas quitter l'Europe, donc il faut absolument la changer ». Moi, je suis de cela. Je vais dire clairement les choses. Moi, je ne serai jamais, ni pour l'idée que je me fais de la gauche, ni pour l'idée que je me fais de l'avenir des générations futures, ni surtout pour l'idée que je me fais de l'avenir de mes enfants. Jamais je ne ferai porter la responsabilité à la gauche française d'être celle qui organise la dislocation et la fin de l'Europe. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Parce que c'est mauvais. Avec Thomas Piketty, l'économiste, qu'est-ce qu'on propose? On dit simplement qu'aujourd'hui, toutes les politiques économiques dans la zone euro, elles n'ont aucune légitimité démocratique parce qu'elles sont décidées par la Banque centrale européenne, par la Commission et en gros par le Trésor français et son homologue allemand. Donc en gros, des technocrates. Nous posions un principe qui est de faire en sorte que dans la zone euro, la gouvernance de la zone euro, c'est-à-dire le pilotage des politiques économiques, s'appuie sur une légitimité démocratique. Et nous avons proposé donc qu'il y ait une assemblée parlementaire de la zone euro qui soit composée de représentants des parlements nationaux, une vingtaine pour la France, un peu plus pour l'Allemagne, de quelques parlementaires européens, et que revienne comme responsabilité à cette assemblée le soin de fixer l'impôt minimum européen, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, il n'a toujours pas été fait, la convergence budgétaire, la possibilité demain de mutualiser la dette européenne, bref, des décisions indispensables si l'on veut demain pouvoir retrouver un sillon de croissance en Europe et s'assurer que cette croissance se fasse de telle manière qu'elle lutte vraiment contre les inégalités, qu'elle lutte contre le dumping social et le dumping fiscal. Voilà ce que nous avons mis sur la table. Reprendre le chemin de la construction européenne par plus de démocratie. Moins de technocratie et plus de démocratie. Eh bien, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, de quoi avons-nous parlé quand je me retrouvais en Allemagne? Non pas de la manière dont l'Allemagne chercherait à se débarrasser de ce projet, mais on a parlé du contenu.
On a parlé de la manière dont cette assemblée pouvait être constituée. C'est la discussion que j'ai eue avec Angela Merkel, c'est la discussion que j'ai eue avec Martin Schulz, c'est la discussion que j'ai eue avec les députés allemands. C'est de ça dont on a parlé. On est capable de construire aujourd'hui une solution pour l'Europe à condition que nous, Français, on propose non pas de mettre haut la barre des menaces, mais de mettre très haut la barre des solutions. Que l'on démontre notre volonté de construire et de fabriquer une coopération nouvelle. Nous avons connu à gauche un traumatisme avec la loi travail, et qui est un double traumatisme parce qu'il était sur le fond, mais il était aussi sur la forme, la manière dont la loi travail a été passée. S'il y a bien une leçon qu'on a tous tirée de cela, tous, quels que soient nos choix, nos préférences, c'est que les questions sociales, la question du travail, la manière dont demain celui-ci, par le Code du travail, doit évoluer, ne peut pas se faire sans légitimité démocratique. Ça, c'est le bulletin de vote. Combien sont-ils, les Français, à nous dire « Mais quand je le mets, ce bulletin de vote, dans l'urne, que je vote pour vous ou pour un autre, qu'est-ce que ça change pour moi ?» Il faut apporter du soin au débat démocratique. Il faut commencer par ne pas mettre en cause tout le temps la presse, les contre-pouvoirs. Il faut commencer par accepter les débats démocratiques. Quand même incroyable que finalement, il y ait plus de candidats à vouloir se soustraire au débat que de candidats à vouloir faire des débats. Et ce sont les mêmes qui parlent ensuite de démocratie. Et pourquoi? Pourquoi croyez-vous que ces débats sont importants? Moi, j'en ai fait plusieurs dans les primaires. Mais il y a des moments où vous êtes meilleur que d'autres. Mais qu'est-ce que c'est l'intérêt du débat? C'est qu'il vous place dans une zone d'inconfort. Vous ne savez pas, avant, ce qui va se passer pendant le débat. Vous pouvez être surpris par un de vos adversaires, étonné par une question qui vous est posée sur un terrain sur lequel vous ne vous attendez pas à être interrogé, questionné. Et cette zone d'inconfort, elle est un moment de clarification. Eh bien, je constate encore que sur ces questions-là, cette élection s'illustre davantage par des volontés d'échapper au débat que par des volontés, justement, d'apporter du soin au débat démocratique, d'avoir de l'attention à l'égard de notre démocratie. Et l'emploi et le travail, et je conclurai par cela. Parce qu'on en parlait avec Yannick Jadot, on a eu le sentiment, beaucoup dans cette campagne, qu'on avait assez peu parlé d'emploi et du contenu de l'emploi. Si moi, on m'a fait un procès, on a dit, encore récemment, Benoît Hamon veut la fin du travail. Comme je voulais la fin du travail, le revenu universel d'existence, on s'est dit, bon, il veut que les gens dorment et ne travaillent pas. Et comme certains disaient, mais vous avez vu, il est en plus pour la légalisation du cannabis, donc il veut qu'ils dorment, ne travaillent pas et fument des pétards. Je montre une dernière étude, la semaine dernière, du MIT, vient de démontrer que la robotisation aux États-Unis avait conduit à détruire plus d'emplois qu'elle n'en avait créés. Elle confirme donc qu'aujourd'hui, cette révolution numérique, si nous ne changeons rien, donc nous pouvons changer les choses, mais si nous laissions faire les choses, aurait comme conséquence de détruire plus d'emplois qu'elle n'en créerait. Ce qui n'est pas rien. Vous le reconnaîtrez. Le 1er janvier 2018, vous aurez le premier étage de la fusée revenu universel d'existence qui sera lancé. Je rappelle juste que le revenu universel d'existence complète la sécurité sociale. Ça fait 70 ans qu'on la fabrique, la sécurité sociale. Depuis le Conseil national de la résistance, qu'on ne l'a pas fait en 3 jours, qu'on l'a fait en plus de 70 ans. La sécurité sociale. Et qu'on l'a fait beaucoup évoluer. Eh bien, le revenu universel d'existence vient apporter sa pierre à cet édifice depuis qu'après-guerre, le Conseil national de la résistance, droite et gauche d'ailleurs à l'époque, ont décidé de faire la sécurité sociale. Alors comment on le fait? On va, le 1er janvier 2018, permettre à 19 millions de personnes de bénéficier ou d'un revenu qu'elles n'avaient pas, ou d'un complément de pouvoir d'achat. Toute personne qui n'a rien aura le droit au minimum à 600 € automatiquement. C'est-à-dire sans avoir à le demander comme on le fait pour le RSA, mais automatiquement. Vous avez aujourd'hui un impôt qui est prélevé à la source automatiquement. Le revenu universel d'existence vous sera versé automatiquement. Jusqu'à 2200 €. Plus votre salaire augmente, plus la fraction de revenu universel que vous recevez diminue. Mais en clair, cela revalorise le travail. Cela revalorise le travail de ceux qui sont pauvres et travaillent. C'est donc un changement, une transformation considérable.
Un tiers des agriculteurs vit avec 350 € par mois. Eh bien pour eux, ce sera 350 € plus 500 € de revenu universel. Alors beaucoup de paysans me disent, mais on ne veut pas vivre de cela. Moi aussi, je souhaite qu'ils puissent vivre demain correctement de leur travail et tirer des revenus de leur production qui leur permettent de vivre correctement. Mais en attendant, ce revenu universel comme complément de revenu, il évitera des drames, il évitera de la pauvreté, il évitera que des hommes et des femmes, aujourd'hui, plongent dans la détresse jusqu'au suicide, comme c'est souvent le cas notamment chez les agriculteurs. Donc c'est une solution qui, contrairement à ce qu'on en a dit, revalorise le travail. Quel est l'impact de cela? Et en quoi cela change-t-il? C'est que cette mesure coûte 35 milliards d'euros. On m'a dit c'est très cher. Mais normalement, là, c'est pas raisonnable du tout. Bon, je note que sous le précédent quinquennat, auquel j'ai participé, on a quand même mis 40 milliards d'euros pour le CICE et le pacte de responsabilité. Donc c'est que c'est quand même... En tout cas, sur les volumes, c'est faisable. On ne va pas dire que ce n'est pas faisable, puisqu'on l'a fait pour les entreprises. Je termine. Parce que moi, ce qui m'intéresse quand on pense la révolution du travail, c'est aussi de penser l'évolution de notre protection sociale. Le travail, c'est ce qui finance les retraites. Si le travail se raréfie, ben ça veut dire que les ressources pour financer les retraites se raréfient. On continuera à repousser l'âge légal de départ à la retraite si on ne pense pas une réforme du financement de notre protection sociale. Et qu'ai-je donc proposé? Que là où la révolution numérique conduit à ce que les hommes disparaissent, qu'on économise leur salaire et qu'ils soient remplacés par des machines, ces machines qui créent de la richesse en lieu et place des hommes, ben soient tout simplement mises à contribution pour aider à la reconversion des hommes qui ont perdu leur travail et financer leur retraite et donc leur protection sociale. Voilà ce que je propose. Tout simplement, une mise à contribution sociale des richesses créées par les robots. La semaine dernière, le président directeur général de Nestlé dit qu'il faut faire cela, et il fait suite à qui vient d'ailleurs la semaine prochaine à Paris, à Bill Gates, patron de Microsoft, et qui dit « La révolution numérique est en train de transformer le travail. » Et attention, attention, il va y avoir des millions de suppressions d'emplois, il faut donc penser le financement de la sécurité sociale et la reconversion des salariés qui vont perdre leur emploi par une taxe sur les robots. Bill Gates. Bill Gates. Donc, voilà ce que moi je crois. C'est que de travail et d'emploi, il faut en parler, pas en fonction du monde tel qu'il fut, pas en fonction des solutions qui ne marchent plus depuis 20 ans, mais en fonction du monde tel qu'il est, tel qu'il se transforme, tel qu'il vient.